à tous, il est bientôt 17h. Et c'est le rendez-vous du mardi, bien sûr. Quelque part en Occitanie, et bien sûr, le mardi, c'est HTV Sport. Et HTV Sport, il vous est présenté, bien sûr, par Monsieur Philippe Panetta. Philippe, bonjour. Bonjour Willy, merci pour cette présentation. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour aux amis, aux passionnés de sport. Vous allez vous régaler pour cette 4e édition. Je vous le rappelle, une émission totalement solidaire du confinement, une émission totalement bénévole avec de beaux invités aujourd'hui, comme les 3 premières éditions. À commencer d'abord par remercier HTV Le Live, bien connu maintenant sur la région et au-delà pour sa disponibilité. On va commencer par un petit coucou à Brigitte. Bonjour Brigitte, qui va relayer les questions posées sur le live de Facebook. Bonjour, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez, nos invités vous répondront en direct. Merci beaucoup Brigitte, on espère qu'ils seront nombreux, à l'instar de Steve Laurent qui avait posé beaucoup de questions pertinentes, mais aussi Baptiste Morin à mes côtés, forcément le chroniqueur de choc, Damien Barral. Bonjour Damien. Salut à tous, ça va bien copains, ouais? Ça va? Philippe, tu t'en sors avec cette chaleur? Je me fais du souci. Ça va. Ah, c'est terrible pour moi, tu le sais. Hein. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est terrible. Hein. Je te remercie de ta bienveillance. Allez, avant de passer aux invités que nous allons retrouver dans quelques instants, on va faire un petit tour du côté de 7. Oui, nous sommes déjà allés à 7 avec Bertrand Venturi, avec Bénédicte Rose. Et cette fois-ci, nous allons retrouver Monsieur Arnaud Vidal. Bonjour Arnaud. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Merci de me donner l'opportunité de pouvoir partager ce moment avec vous. Donc, je me présente rapidement, si vous le permettez. Je suis Arnaud Vidal, je suis le frère du triathlète décédé, donc Laurent Vidal, qui est décédé il y a maintenant plus de 4 ans, donc en novembre 2010. Et en son honneur, nous organisons du moins un trophée qui porte son nom, le trophée Laurent Vidal, qui malheureusement cette année ne verra pas le jour par rapport à la crise sanitaire que voilà. Bon, ce n'est que partie remise, parce que ça avait été, dès la première édition, un vif succès, hein, que ce soit sur la course populaire ou sur la course élite, où il y avait l'actualité de l'élite, avec ceux qui sont devenus les 2 vainqueurs du triathlon de 7 féminin et masculin, sont devenus dans la saison 2019 champions de France, ni plus ni moins, mais aussi il y avait les anciens, et quels anciens. Donc tout ça n'est que partie remise, hein. Pardon. Oui, tout à fait. Je voulais rebondir sur ça, effectivement. Donc, ce n'est que partie remise l'année prochaine, malheureusement, parce qu'avec le nombre d'épreuves qui sont contraintes, donc, du coup, à abandonner, à annuler, le calendrier va être surchargé. Et puis, bon, c'est un petit peu flou quant à l'avenir de la saison. Donc, on a décidé tout simplement de l'annuler, et tout simplement à l'année. Donc, effectivement, l'année dernière, il y avait un beau plateau. Cette année, je ne veux pas trop vous dévoiler qui était présent, qui ne l'était pas, parce qu'il y avait encore quelques places, notamment chez les États. Et effectivement, l'an dernier, c'était bien au propriétaire Raphaël et Michel Aigron, un titre qui avait remporté notre épreuve. Donc effectivement, sur le bassin de la Méditerranée, nous faisons partie des belles épreuves et nous espérons que nous allons encore progresser et nous pourrons encore vous donner du plaisir au travers de notre course. Je n'en doute pas, Arnaud, je n'en doute pas. C'est sûr que ça sera encore une belle épreuve. J'imagine à la même époque, fin avril, pour retrouver un calendrier cohérent. Mais je suis sûr aussi qu'on retrouvera les sociétaires du trophée Laurent Vidal sur les épreuves à venir du côté de 2-7. Et j'imagine l'aquathlon, le swimrun, la montée du Saint-Clair, l'Urban Trail que ton frère a aussi remporté, Loïc. Donc un gros calendrier du côté de 7, Arnaud. Oui, effectivement, il y a plusieurs épreuves qui sont organisées à 7, et tu l'as très bien résumé. Donc celles-ci ne sont pas annulées parce qu'elles sont à un autre moment de l'année, elles sont un petit peu plus tard, donc j'espère pour eux que ça verra le jour. Pour eux, pour nous, hein, parce que je participe aussi à ces épreuves, et je pense que cette année, je vais y mettre un petit peu d'énergie pour filer un coup de main aux organisateurs, parce qu'il y en a plusieurs, hein, mais je pense que vous êtes aussi au courant que moi.
Voilà, après, concernant la course, je voudrais quand même insister que c'est vrai que c'est un petit peu dommage de devoir l'annuler, mais la question n'est pas là. Je pense qu'il y a une urgence qui est beaucoup plus prioritaire que notre course et que les autres courses, c'est l'urgence sanitaire. Et quoi qu'il en soit, il faut se sortir au mieux de cette crise pour pouvoir mieux rebondir dans les mois et les années à venir, de manière à ce qu'on puisse écarter ce qui se passe en ce moment et que ça se reproduise plus, qu'on puisse en voilà, c'est ce que je pense. Donc, effectivement, je suis un petit peu déçu, mais pas trop parce que je suis quand même assez préoccupé par ce qui se passe et il faut vraiment qu'on se sorte de là avant de pouvoir adopter des éléments. Merci Arnaud. Une question, Damien. Ouais, moi j'ai. Pareil, Arnaud, es-tu au courant? Est-ce que le mondial de la macaronade est maintenu ou pas? D'ailleurs, c'est marrant que tu me poses la question parce que j'y ai participé l'année dernière. Ah. Et j'ai un petit peu cette année. Pour l'instant, c'est entre guillemets, je dirais. C'est un ami à moi en plus c'est des amis à moi qui l'organisent. Donc normalement, je devrais à nouveau y participer, mais la question est encore entière. On ne sait pas. On verra au rythme des événements, mais encore une fois, voilà, c'est quelque chose qui passe en second plan. Vivement qu'on sorte de cette épidémie pour qu'on puisse à nouveau effectivement organiser de ce genre d'événement pour nous détendre et passer un bon moment avec les amis, quoi. Mais c'est prévu en juin. Je ne peux pas vous dire si ça va avoir lieu ou pas, j'espère. Maintenant, bon, il y a de grandes chances que ça soit annulé aussi. Et la Saint-Louis, si on vous enlève la Saint-Louis, c'est fini pour vous, c'est toi, quoi. Qu'est-ce que vous allez faire, quoi? Parce que les événements sportifs, ça peut aller, quoi. Enfin, on sait que, ben voilà, c'est comme ça, mais la Saint-Louis, quoi. Au mois d'août, vous pensez que vous y aurez droit ou pas? Parce que bon, moi j'ai une théorie, je pense qu'ils ont fermé la ville de Sète cette semaine pour justement anticiper ça, quoi. C'est-à-dire qu'on va tuer, nous, le virus entre nous, et comme ça, pour la Saint-Louis, on réouvre tout, et en avant l'économie, le commerce, allez, bienvenue chez nous. Ben, si c'était si simple, effectivement, ça serait bien. Hein. Mais bon, là, c'est oui, ça me paraît loin, mais ça va arriver vite. Tout ça, étant donné que cet événement, c'est un événement majeur à 7, ça se passe énormément de monde. J'ai mis de gros doutes quant à son organisation cette année. Maintenant, on est optimiste, on espère que ça se verra le jour, parce qu'en plus, quelqu'un qui est avec nous, c'est Mathieu, et chaque année, on se retrouve, on passe des bons moments ensemble. Hein. Mathieu, il pourra en parler de la Saint-Louis également. On lui posera la question à Mathieu. Ouais. J'espère que c'est le radio, mais encore une fois, je veux rebondir sur ça. C'est que si elle a lieu, ça veut dire qu'on est sorti de l'épidémie et je pense qu'il faut se réjouir de ça avant de se réjouir du reste. Voilà. Donc c'est pas merci. Trop longtemps et qu'on doit aussi nos vies entre guillemets normales pour pouvoir profiter de tout ce qu'on aime. Voilà. Merci beaucoup Arnaud, tu as parlé d'urgence sanitaire, effectivement tu es sur le pont comme on dit, puisque pompier de métier, mais tu es aussi papa de choc avec des jumeaux, donc on va te remercier et te laisser tranquille puisque tu es vraiment occupé. Merci Arnaud, au plaisir de te voir bientôt. Merci beaucoup. Et je vous donne rendez-vous à tous ceux qui nous regardent, et même si vous relayez des informations, c'est bien. L'année prochaine, je n'ai pas encore la date du triathlon, mais incessamment sous peu, on l'aura. Quand le calendrier l'année prochaine sera établi, et j'espère que sera nombreux à suivre cet événement. Je vous remercie à tous. Et la petite particularité qui était prévue cette année, bon, on la repoussera l'année prochaine, c'est que grâce à HTV, vous aurez un live du Trophée Laurent Vidal. Voilà. Et je suis très content de ce petit partenariat que nous avons établi cette année. Et vivement l'année prochaine pour qu'on puisse le mettre en place. Merci à tous. Merci beaucoup Arnaud, au plaisir, merci beaucoup. Allez, nous allons maintenant faire le tour de nos invités qui s'impatientaient sagement, tout du moins pour les premiers, impatiemment lorsque l'on parlait de la macaronade et de cette concernant le second et le troisième invité, je les voyais bouillir à l'écran. Il y a des joyeux lurons, là, il y a des festifs. Allez, nous allons commencer avec la première, du moins le premier couple d'invités pour notre plus grand plaisir. Miss Olympe et coach Dimitri. Bonjour Olympe, bonjour Dimitri. Salut à tous, ça va? Bien, comment allez-vous? Très bien. C'est pas vrai. Mais écoute, ça va bien, sur Montpellier, il fait beau, on est bien, les oiseaux chantent, le ciel est beau, il y a pire comme situation que Montpellier comme ville pour être confiné en ce moment. Mais j'avoue qu'on est bien ici. Bon, tant mieux. Ne quittez pas, restez avec nous, on va enchaîner avec le deuxième et le troisième invité. Le deuxième invité, on retrouve monsieur
Arthur Anquetil. Bonjour Arthur. Salut à tous. Comment ça va? Bien, je te remercie. Et toi, comment ça se passe du côté de la montagne? Ouais, du côté de Chambéry, ça va. Dimitri, on n'a pas à se plaindre, on est bien aussi ici. Hein. On n'est pas pire qu'ailleurs, c'est bien. Bon, mais là, ça fait plaisir à voir. Du moins, on croit le lire aussi sur ton visage là. Arthur, et enfin, pour terminer, le troisième invité, ça sera le papa de l'émission, dans le noble sens du terme, au regard non pas de son grand âge, mais au regard de son expérience, au regard de son palmarès, Monsieur Mathieu Pesson. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Comment vas-tu du côté de Paris ou à proximité? Moi, je me la régale ici. Un pur bonheur. Je vous le souhaite à tous. Non, on t'en laisse. Très peu pour moi, merci. Bon, on reparlera de Paris et de ton passage sur cette région, ton passage professionnel sur cette région. Allez, on en revient avec Olympe et Dimitri. Donc Olympe, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. L'occasion pour moi de saluer la fac des sports de Montpellier. D'ailleurs, la totalité des 4 invités y sont passés ou sont encore à la faculté de Montpellier. C'est l'une des caractéristiques que vous avez en commun. Olympe, ancienne tenniswoman, désormais pratiquante du fit, à moins qu'il y ait un autre terme, du fit cross, pardon, à moins qu'il y ait un autre terme employé. Du crossfit, tout simplement. D'accord, on ne dit pas une crossfit woman ou une crossfit man ou... Très bien. Donc une particularité, toi qui as taquiné le niveau national sur le tennis, comme un d'ailleurs de nos autres invités, n'est-ce pas Arthur? De mémoire, il me semble. Tu as participé aux Petits As, voilà, qui parleront sûrement aux experts de tennis. Explique-nous un petit peu cette reconversion d'une discipline à une autre qui n'a pratiquement pas de point commun, du moins de l'extérieur, il me semble. C'est vrai que le tennis, j'ai débuté quand j'avais l'âge de 4 ans, toute petite, parce que mon frère en faisait, mon père en faisait, et j'ai poursuivi ça jusqu'à 20 ans. Et j'ai eu de grosses blessures, j'ai eu beaucoup de pépins, ça me prenait beaucoup de temps. J'étais vraiment passionnée, mais à un moment donné, j'ai un peu décroché dû à cette grosse blessure, une hernie discale. J'ai voulu du coup essayer de voir autre chose pour me préparer au mieux physiquement, parce que je me suis posé la question de pourquoi je me blessais aussi souvent. Je me suis dit peut-être que ma préparation physique elle n'est pas si bien que ça. Et j'ai entendu parler de CrossFit, ça s'est un peu répandu à Montpellier ces dernières années. On m'a conseillé d'aller à CrossFit Montpellier, j'y suis allée et c'est vraiment, j'ai accroché. Mon dos, ça allait mieux, je me suis renforcée musculairement et physiquement, c'était le mieux pour moi. Et c'est vrai que je me suis retournée sur cette passion et le tennis, j'ai de plus en plus décroché au fil du temps. Et c'est vrai qu'avec ma formation STAPS dans la préparation physique, j'ai trouvé ça très intéressant au plan physiologique, physique et j'en apprends tous les jours aujourd'hui et je fais que ça. Et pourquoi pas faire de la compétition dans le CrossFit dans les années à venir. Très bien, très bien. Autre point commun que vous avez, chers invités, tous les quatre, c'est qu'à un moment donné de votre carrière, à un moment donné plus ou moins agréable, je laisserai les personnes concernées en parler, vous avez aussi pratiqué du CrossFit. Dimitri, coach Dimitri, un commentaire sur la venue d'une jeune dame comme l'est Olympe dans le monde du CrossFit, avec un passé de tennis. Comment vous avez géré cela? Alors, il est courant qu'on ait beaucoup de sportifs qui viennent en fait sur le sport qui est le CrossFit pour se préparer physiquement, parce que ça reste une préparation physique générale. Et en fait, Olympe, elle est arrivée avec une petite particularité, c'est qu'elle était blessée. Donc en fait, il faut penser déjà dans un premier temps à savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, et adapter en permanence effectivement les exercices pour corriger le problème qu'elle avait, et ensuite mettre en place un protocole pour qu'elle puisse de nouveau arriver à performer. Et donc elle, sa problématique était un petit peu différente, dans le sens où à la base, elle voulait retourner vers l'activité tennis, mais en fait, au fur et à mesure, elle s'est mordue du CrossFit, elle est restée dans cette activité-là. Donc en fait, ce qui se passe comme dans la différence sportive qui viennent de différents domaines, ils suivent plus ou moins en fait un cours de CrossFit qui est une préparation en physique générale. Il n'y a pas de spécificité dans cette activité-là, et chacun en fait va développer l'ensemble de ses qualités physiques, voilà, à chaque fois. Donc ils ont plus ou moins un programme qui risque quand même d'être commun pour l'ensemble d'entre eux.
D'accord, peut-être Mathieu ou Arthur, un commentaire sur le CrossFit que vous avez à un moment donné, me semble-t-il, pratiqué, qui plus est plus ou moins de près avec Dimitri. Ouais, Mathieu, je te passe en premier. Ouais, moi j'ai malheureusement rencontré Dimitri quand j'étais jeune. Et ouais, quand j'étais encore à Montpellier au centre de formation, Dimitri voilà, poursuivait finalisait, je pense, voilà, son cursus de coach. Et voilà, il nous avait entre les mains. Et bizarrement, c'était difficile, mais au final, le rendu est quand même très très intéressant. À mon avis, c'est les quelques mois, les quelques années où on a le plus progressé, donc je peux que le remercier. Voilà. Non, c'est ça, ça ne laissait pas entendre Dimitri. Et Mathieu, perception du CrossFit en ce qui te concerne? En ce qui me concerne, après, ça reste quand même compliqué parce qu'on va dire que pour Arthur, il est resté sur un sport terrestre qu'il a l'habitude de pratiquer. Et c'est vrai que quand on est en passe du milieu aquatique au milieu terrestre, il y a quand même des choses à prendre en compte. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes appuis, on n'a pas la même force, notamment tout ce qui est force du dos, force des genoux, vu qu'on n'a pas de contact, nous, avec le sol proprement dit, dans ce qui est l'activité de ce sport. Donc c'est vrai qu'il y a un temps d'adaptation, il y a un temps d'adaptation. Après il y a ce côté aussi gym qui est extrêmement dur à prendre quand on n'a pas vraiment l'habitude. Mais moi j'ai adoré cette expérience, ça a été vraiment quelque chose de très complet. En plus j'avais fait beaucoup d'haltérophilie à une époque où j'étais joueur justement à Montpellier Polo. C'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup et j'avais voulu justement me rapprocher du CrossFit parce que justement il y avait une base haltéro très intéressante qui me permettait de développer des capacités et justement d'accroître ma capacité physique à me préparer mieux et être optimal dans mon sport. Donc une très belle expérience et dès que je peux, encore aujourd'hui, d'ailleurs l'été dernier, voilà, je me suis entraîné au CrossFit 7, j'y allais 3 à 4 fois par semaine, justement voilà pour m'entraîner et pour un peu sortir aussi de la salle de muscu et du cardio. Voilà, merci beaucoup de vos deux exemples, Arthur et Mathieu. Effectivement, je pense que là, on a pu le voir, que ce soit pour un professionnel ou que ce soit pour un jeune en formation comme Arthur ou pour Olympe qui avait besoin de régler des problèmes de dos, à plus d'un titre, le CrossFit ou la PPG, si tu me le permets, coach Dimitri, est plus que conseillé dès le plus jeune âge, et y compris lorsqu'on pratique n'importe quelle, enfin toutes les disciplines sportives, et y compris au plus haut niveau. Dimitri? Oui, je suis d'accord avec toi en fait sur le fait que le CrossFit ça reste une base solide de préparation physique. Le but étant de développer l'ensemble de ses qualités physiques. Donc du coup, on ne va pas être hyper spécialisé dans un sport généralement, que ce soit la natation, le handball ou le tennis. On a quelques composants de la condition physique qui elles sont hyper spécialisées. Nous, notre but en fait, c'est d'être équilibré de partout. Donc en fait, si on veut une base solide et des fondations solides avant d'attaquer une hyper spécialisation dans un sport, ça reste super intéressant. Et on s'aperçoit en fait que plein de sportifs qui arrivent justement des déséquilibres. Et en fait, si on a une base qui est très solide, on pourra performer à très haut niveau et s'hyper spécialiser dans certains domaines. Mais si on a des chaînons qui sont manquants sur la base de la condition physique, c'est dur de développer des qualités physiques supérieures ensuite derrière. Donc avoir une bonne condition physique de base, ça reste l'un des éléments essentiels pour performer dans tous les sports en fait, tout simplement. Je souriais en t'écoutant, Dimitri, c'était un sourire d'acquiescement parce que récemment j'ai vu une vidéo qui tourne sur le site d'Éric Marinier, attelé au Run Forever, où effectivement on parlait des chaînons articulaires et des défaillances qu'il pouvait avoir. Alors une question sans misogynie aucune, Olympe, lorsque je te vois à l'écran, oui, je t'imagine fort bien sur un court de tennis, hyper performante. Là, comme ça, à côté de Dimitri, ça détonne un petit peu. Alors, parle-nous de la jante féminine, de la présence de la jante féminine dans ces salles et de leur performance, s'il te plaît. Ah, c'est pour moi cette question? Oui, Olympe, c'est toi. Alors, dans le CrossFit, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'il y avait. Je pensais arriver dans mon premier cours de CrossFit avec que des garçons, et au final, il y a beaucoup de filles. Et j'étais très impressionnée au premier jour. Je me souviens, je me disais, oh là là, les filles, qu'est-ce qu'elles sont musclées, elles sont fortes, et j'aimerais bien devenir comme elles. Et au final, en travaillant, on devient comme elles. Et c'est vrai que cet aspect communautaire, autant de filles que de garçons, c'est sympa.
On a moins peur, on se sent plus en confiance et les garçons sont là pour ça aussi, de nous mettre en confiance. Une question de la part de notre chroniqueur de choc. Oui, Damien? Non, j'ai pas de question parce que je me suis planté. Moi, je pensais que c'était un couple de patinage artistique, tu vois. Donc là, en fait, je découvre un peu l'activité. Non, après, juste une question. Quand on attaque le crossfit, parce que c'est une activité qui est assez récente, hein, encore, et qui surfe sur une certaine mode, et que je trouve ça très bien parce que ça reste un élément sain, c'est-à-dire de la préparation physique générale. Pour quelqu'un qui nous regarde comme ça et qui ne connaît pas l'activité CrossFit, au bout de combien de temps on peut avoir des résultats et style après en dépense énergétique, etc. quoi. Sur une séance d'une heure, admettons la dépense énergétique et après au bout de combien on peut réellement avoir des résultats. En fait, si je peux répondre à ta question, il y a une variable interindividuelle. En fait, si tu veux, chaque individu va répondre différemment. Si on prend un sportif ou des sportifs comme Arthur ou Mathieu qui viennent à la salle de CrossFit, qui ont déjà un bagage et qui savent déjà maîtriser techniquement pas mal de mouvements, vont pouvoir donc eux exploiter leur potentiel physique beaucoup plus tôt qu'une personne qui va débuter une activité ou qui a reprise d'activité, qui n'a pas bougé depuis 10 ans en fait et qui doit déjà apprendre les mouvements en fait de manière générale. Donc en fait la question elle est très variable parce que les efforts que tu vas avoir aussi pour répondre en termes de dépenses énergétiques, ça va dépendre en fait, on va avoir des efforts qui vont être très courts et intenses de manière générale, peut-être des fois des entraînements de 2, 4, 6 minutes et des fois on peut avoir des entraînements de 50 minutes. Donc vu que tu veux toucher toutes les filières énergétiques, ça va dépendre de l'entraînement qui est programmé. Mais si tu regardes de manière générale, en fait les séances d'entraînement elles sont composées d'une partie échauffement, ensuite d'un travail technique, puis on partira sur ce qu'on appelle un entraînement, le workout of the day, et en moyenne ils sont compris entre 7 et 15 minutes. Donc là on va essayer de donner le maximum de soi-même et de sortir de sa zone de confort. Mais encore une fois, la dépense énergétique, elle va dépendre, je te dis, de différents individus, parce que même si le programme est commun, eh bien, on aura peut-être des poids différents ou des mouvements qui risquent d'être différents, des progressions qui vont être différentes. Donc en fait, c'est très dur de donner un chiffre là-dessus, mais c'est une activité de manière générale qui est très intense. En fait, c'était une question orientée, je ne sais pas si vous avez compris un peu, mais tu as mis le doigt direct dessus, Dimitri, en parlant de gens qui n'ont pas fait de sport depuis 10 ans. En fait, c'est ce que Damien voulait savoir, s'il pouvait venir au CrossFit. C'est voir si à bout de combien de temps. J'en sors. 15 partout, balle au centre. Non, j'en sors. Je sors de ma séance là. Mais voilà, c'est intéressant de savoir. C'est intéressant, tu as eu raison de poser la question. Olympe, une question avec aussi bien sûr Dimitri. Comment vivez-vous ce confinement? Quel conseil donner aux gens qui sont en train de vous regarder? Alors la semaine dernière, on a eu un grand champion, Jimmy Dino, qui nous disait avoir quelques soucis au niveau de la balance. Qu'en est-il vous concernant? Alors c'est assez variable, je trouve. Il y a 2 semaines, j'avais pris 2 kilos. Là, j'ai fait attention, c'était un peu yo-yo le poids. Mais c'est vrai que faut faire davantage attention à ce qu'on mange. Et la motivation n'est pas la même pour aller s'entraîner d'être chez soi dans le canapé à regarder Netflix. Vous connaissez tous, hein, ou jouer aux jeux vidéo, de se dire on se lève du canapé, on va bouger, c'est un peu plus difficile. Mais faut continuer sur ce rythme-là et faire un peu plus l'effort. Pareil pour l'alimentation. Mais après, je pense qu'on est assez raisonnable là-dessus et qu'on s'en sort pas trop mal. On s'en sort pas trop mal. Dimitri, tu confirmes, toi et tes athlètes, comment tu fais pour gérer ça à distance, que ce soit les séances ou le poids? Quand j'ai vu qu'on a abordé ce problème, j'ai vu Mathieu réagir ainsi qu'Arthur. Là. On reviendra à vous, monsieur, ne vous inquiétez pas. Alors, Dimitri, on t'écoute. On a un aussi avec Colin qui vous précisait qu'on a un jardin, qu'on a du matériel à la maison, on a des barres, on a des rameurs, on a des poids, on a tout ce qu'il faut pour s'entraîner. Donc en fait, ça veut dire que chaque jour, même si on ne peut pas faire tout ce qu'on veut parce qu'on n'a pas tout le matériel nécessaire dans une salle, on arrive à bouger tous les jours et on bouge plutôt bien. Donc le confinement, en fait, on arrive à s'entraîner des fois 1 à 2 fois par jour. Donc ça nous gêne parce qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut, on n'a pas l'émulation et on ne retrouve pas ce qu'on veut dans une salle, mais on arrive à bouger tous les jours. Donc après la gestion du poids, c'est vrai que c'est surtout sur des aspects motivationnels parce que quand on reste à la maison, on dépense un peu moins d'énergie, on va dans le canapé, on se dit qu'il faut aller dehors s'entraîner et bouger. Mais c'est ça qui est plus difficile, c'est surtout de se motiver à bouger parce qu'on bouge à 2 tous les jours en fait.
Alors que quand on va à la salle, il y a du monde autour, et comme le CrossFit est très communautaire, on bouge avec les copains et ça crée de l'émulation et ça nous permet de progresser. Mais du coup, de manière générale, pour nous deux, le confinement, on arrive à s'entraîner, on arrive à bouger. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde et que on peut faire beaucoup d'entraînements à poids de corps parce que le CrossFit, il y a une grosse partie gymnastique. Donc du coup, je sais qu'à la salle, on donne beaucoup de travail à poids de corps à faire aux gens. Il y a une programmation qui est suivie et qui est continue pour que les gens puissent bouger et continuer à s'entraîner, même avec un peu de matériel. Après, le CrossFit, on peut arriver à bouger des packs d'eau, on peut prendre n'importe quoi, on peut soulever son canapé et on peut toujours trouver, avec un peu d'imagination, un moyen de s'entraîner chez soi, quoi. Mais c'est vrai que c'est différent de la salle à proprement parler. Merci beaucoup. Une question, il me semble, Brigitte. Alors, c'est pas une question, Philippe, c'est une remarque d'Hélène Lapéroni qui dit sortir de sa zone de confort. C'est la phrase préférée de Philippe Panetta. Ah oui, effectivement. Beaucoup de bonjours à tous nos invités, des bonjours de Kylian, d'Armand, de Raph, etc., etc. Bon, mais ça fait plaisir. Effectivement, l'émission est de plus en plus suivie, donc ça doit servir, ça doit plaire, et on s'en félicite. Vous restez avec nous, Olympe et Dimitri. On va enchaîner maintenant avec Arthur. Donc Arthur, lui aussi, ancien staffien, lui aussi, c'est au CrossFit, lui aussi pratique une discipline à haut niveau, en l'occurrence le handball avec le club de Chambéry, mais a aussi pratiqué une autre discipline. En fait, vous êtes des athlètes de haut niveau, où on passe de devenir, pour Olympe peut-être en CrossFit, mais vous avez aussi pratiqué une autre discipline dans votre jeunesse. C'est important de le savoir. Arthur, tu me confirmes ce parcours? Ouais, je te confirme. J'ai touché un peu au foot. Ouais, je pense un peu comme la plupart des garçons de ma génération. Voilà, c'est plus pour être avec les copains et profiter un petit peu des amis. Après, j'ai touché un peu au tennis, voilà, comme Olympe. Et malheureusement, j'ai fini au handball comme le papa et le tonton. Donc voilà, j'ai pérennisé un petit peu le rythme. Et voilà, donc ça continue et c'est très bien comme ça. La saga Anquetil continue. Ouais. Pour notre plus grand plaisir, Arthur. Donc formé au centre du Montpellier Handball avec ton paternel comme mentor, si je puis dire. Il y avait un bel article dernièrement sur la presse spécialisée du handball, voilà, qui a dû lui faire chaud au cœur et le remettre à sa juste place quand on connaît son potentiel, son dynamisme. Arthur, alors un passage à Célestat et te voilà maintenant montagnard à Chambéry. Comment ça se passe pour toi là-haut? Écoute, ça va, ça se passe bien. C'est voilà, comme vous avez parlé au début, ça reste une grosse crise sanitaire qu'on n'avait pas connue. On reste à la maison, on fait un petit rendez-vous avec les copains sur Skype et c'est très bien, ça passe le temps. Non mais Arthur, tu peux dire, quand tu dis rendez-vous sur Skype, tu peux dire apéro, ça choquera personne. Hein. Bon, apéro, allez les gars, la vôtre, on la connaît, c'est ça. Non mais voilà, tout va bien, il fait beau comme à Montpellier, peut-être pas comme à Paris, mais sinon ça va, tout va bien. Ah, tu donnes le bâton pour te faire battre, Arthur. Tu t'as entendu, réponds pas de suite où il a enregistré. Arthur, comment ça se passe concrètement le confinement quand on est handballeur de haut niveau, comme tu peux l'être, toi, ancien international dans les équipes de France jeunes? Quels consignes vous avez reçus sur le plan de l'entraînement, du matériel éventuellement, sur le plan alimentaire, comme on a pu l'aborder avec Olympe et Dimitri? Qu'en est-il exactement? Non, on est suivi quand même par les kinés, docteurs et préparateurs physiques. Voilà, on a des informations qui circulent pour se maintenir en forme, mais à la différence de ce que peut faire Dimitri et Olympe, nous, ça reste, je pense, avec Mathieu, ça reste quand même de la technique à garder et la gestuelle d'un handballeur quand t'as pas de ballon chez toi ou t'as pas de collègues avec qui faire des passes, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, je veux bien soulever les pactos, mais il y a quand même cette notion de toucher qui est très très important au handball et de technique qui nous manque. Parce que on va courir, moi je fais du fractionné tous les jours, mais ça n'empêche pas que la balle, si je sais pas la tenir et je sais pas la lancer au fond du but, ça servira à rien. Donc voilà, il y a ce petit aspect technique qui nous manque, mais sinon ça va, on s'entretient bien et voilà, quelques séances de renforcement et du cardio, ça va bien. Du coup, c'est une période qui est particulière, certes pour tout le monde, mais peut-être un petit peu plus pour toi.
puisque tu as entamé une formation de préparateur mental, une période de confinement. Je crois qu'on tape dans le mental, non? Ouais, c'est ça, bah ouais, ça tombe à pic parce qu'au final, je m'attendais pas à ce que ce virus, voilà, quand tu entends ça au départ, tu t'attends pas à ce que tu sois confiné chez toi pendant presque 2 mois, voire plus. Donc, bah, écoute, j'avais lancé une prépa, une formation pour faire de la prépa mentale et ça s'est dégoupillé dans le sens où elle a commencé le jour du début du confinement, donc c'est parfait quoi. J'en ai pour 2 mois et ça dure le temps du confinement, donc ben voilà, je poursuis et j'espère bientôt devenir voilà, avoir la certification d'être préparateur mental. Est-ce que déjà tu te sers des outils qui t'ont été donnés par Internet? Déjà, tu y trouves une utilité dans ce confinement? Et est-ce qu'éventuellement tu as fait profiter tes partenaires ou ta famille? Ouais, bien sûr. Alors, j'ai pas pu encore en profiter parce que je suis pas encore apte et je suis pas encore un expert dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que j'ai abordé le thème de, par exemple, la motivation et la fixation d'objectifs. Et au final, c'est un peu ce que Dimitri disait tout à l'heure, c'est que c'est vraiment dur des fois de se motiver, d'être dans son canapé, t'as la bonne série Netflix qui va bien, et de se dire, allez, je vais me lever, je vais me mettre une heure et demie à me la coller, finir trempé. C'est compliqué, mais justement avec ces petits outils en prépa mentale qu'on a concernant la motivation et la fixation d'objectifs, ça va tout de suite mieux et on a tout de suite plus envie et c'est plus facile de mettre ses baskets et de sortir dehors. Donc c'est très bien et voilà, à adopter pour les plus curieux. Ouais, à t'entendre, je retrouve les propos d'anciens ou d'actuels champions que nous avions eu aux émissions précédentes, pardon. Et ils me disaient rester très focus sur leur objectif. On voyait qu'ils étaient vraiment hyper concentrés, ça en était même un petit peu déroutant. Ils faisaient abstraction de tout ce qui les entourait et pourtant c'est pas évident. Bah, ouais, parce qu'au final, si en fait tout est bien huilé, tout est bien écrit, voilà, le programme est déjà établi et bien ciblé, bah, au final, tu trouveras toujours quelque chose, ton objectif, voilà, ta séance que tu vas faire dehors, voilà, la motivation que tu vas avoir pour sortir de ton canapé, elle sera évidente parce que tout est déjà bien huilé et bien écrit pour que tu te dises, bah, voilà, aujourd'hui je vais faire ça et ça va aller dans le même sens que mon objectif final qui est de devenir, j'en sais rien, un champion olympique ou voilà, c'est cette période-là, malgré ce qu'on peut en dire, il y a quand même du bon parce qu'on peut quand même travailler sur des déficits qu'on a et ça peut servir à tout le monde. Très bien. Olympe ne s'est pas échappé de la question pondérale. Je t'ai vu faire l'amour lorsque l'amour a évoqué. Calme-toi. On a tous envie, mais d'abord on finit l'interview. Okay. C'est ça, j'ai confondu à un moment donné, ça a croisé. Non, je t'ai vu au ciné du chef concernant la question du poids. Olympe a été clair. Certaines périodes à plus de kilos. Est-ce qu'il te concerne? Est-ce que tu fais attention de ce côté-là, côté alimentaire? Comment tu le fais? J'ai perdu ma balance. Je la retrouve plus bizarrement là. Non, sans blaguer, j'essaye de faire attention. Mais bon, la période fait que même si tu te dépenses quelques temps dehors, ça n'a pas la même valeur qu'une belle séance de handball plus musculation, un gros bloc que tu as l'habitude de faire. Donc ça se voit un peu au niveau du corps, mais on s'entretient et ça va revenir rapidement. Oui, Brigitte. Alors, Hélène Lapéronie vous envoie un lien d'un livret, si je comprends bien, qui est fait par l'INSEP, livret pour sportifs et entraîneurs en période de confinement. Et elle vous dit que ça peut peut-être vous servir. Merci beaucoup, Hélène. On salue par la même occasion les fonctionnaires de la jeunesse et des sports. Merci beaucoup encore. On va enchaîner maintenant avec Mathieu. Mathieu Pesson, tu as dû frissonner lorsque Arthur a parlé de Jeux Olympiques, toi qui as eu le plaisir d'y participer en 2016, avec une sacrée épopée qui a été retransmise, il me semble, les qualificatifs ont été retransmis, c'était sur une chaîne câblée, il me semblait. Ça nous a fait vibrer en tant qu'amoureux du sport. On enchaîne avec toi aussi sur la question du poids, puisque toi aussi tu faisais la moue sur cette thématique-là. Alors la balance, elle fonctionne pas, elle est passée par la fenêtre. Mathieu?
Après, moi, je vais relativiser sur la question de balance poids et compagnie parce que je vais un peu essayer de désacraliser cette fausse idée reçue parce qu'il faut savoir que quand on est sportif régulier, sportif de haut niveau, ou sport crossfitter ou quoi que ce soit, il faut savoir que dès qu'on arrête le sport, on a forcément une fente de muscle. Une fente de muscle qui va à un moment donné jouer sur le poids qu'on a. Et dans une période de confinement où justement on est en mode sédentaire plutôt que actif, on va plus tendance à forcément à fabriquer plus de gras. Et comme forcément le muscle et le gras ça pèse le même poids, on va avoir l'impression d'avoir perdu 2 kilos, mais on aura peut-être perdu en muscle et pris en gras. Donc en fait, moi je trouve qu'aujourd'hui, la balance, je me réfère pas trop à elle. Moi, les références qui sont les miennes, c'est les tests que je fais avec mon doc, c'est-à-dire prise de masse grasse, prise de masse musculaire, indice de masse corporelle, etc., pour savoir dans quel état je suis. Après, forcément, aujourd'hui, moi j'ai 37 ans, j'ai pas la jeunesse d'Arthur, et je suis pas sec comme lui non plus. Donc forcément c'est beaucoup plus difficile pour moi, mais bon après voilà il faut être conscient d'une chose aussi. Arnaud Vidal le disait tout à l'heure, c'est que tout est remis en question jusqu'à au moins septembre. Donc quoi qu'il arrive, pour moi personnellement, on reprendra pas en septembre quoi. Donc quoi qu'il arrive, il y a 4 mois qui arrivent, 4-5 mois. Donc, est-ce que aujourd'hui, c'est pas plus intelligent, enfin, c'est la réflexion que je me suis faite moi, hein, c'est pas plus intelligent à mon âge de profiter de cette période, justement pour me reposer, récupérer et permettre à mon corps de se régénérer par rapport à la saison, au début de saison et à la saison que j'ai eue, parce que voilà, faut pas croire, mais à 37 ans, quand tu reprends une prépa physique avec du crossfit enchaîné avec polo, tu tires la langue. Donc voilà, donc moi j'ai décidé de prendre un mois et demi off complet, d'attendre la fin du confinement, et quoi qu'il arrive, de toute façon, la reprise pour nous elle est prévue début août, donc à partir de la fin du confinement, c'est-à-dire mi-mai ou fin mai, là à ce moment-là, je reprendrai une PPG sur juillet, surtout juin et juillet, pour arriver prêt en août, donc quoi qu'il arrive, voilà, moi je vis à Paris, je suis à Noisy-le-Sec, il n'y a pas de jardin. Je peux pas aller courir sur le périph' non plus, donc autant vous dire, j'ai pas de matos, donc je vais pas m'amuser comme Dimitri à soulever mon canapé reste où il est, moi je me mets dessus, je regarde de Netflix, et puis après on verra ce qui se passe. pas commencer là, je les vois tous là sur Instagram à 17h, on fait un live et on va se bouger, laissez-moi tranquille. C'est moi passer mon voilà, c'est moi manger. Et quand on pourra sortir, j'irai m'entraîner. Pour l'instant, après, comme le disait Arthur, c'est vrai que c'est très dur pour les sports co parce que justement, on n'a personne avec qui s'entraîner. On n'a pas cette comment on appelle ça, cette possibilité, voilà, de jouer avec le ballon, comme moi, fait un sport très spécifique, le hand et le polo. T'as pas de cage, t'as pas de terrain, t'as pas de ballon. T'es comme un poisson rouge dans un bocal. Donc tu viens, tu tournes en rond et t'attends que ça passe. En fait, toi, Mathieu, t'es un peu plus comme la préparation physique de Benoît Paire en ce moment, quoi. C'est ça. C'est ça. Voilà, tranquille. Doucement le matin, pas trop vite le soir. Ouais, et puis avec les petits apéros en live, quoi. Ça, c'est pas mal, ça. Non, ça, la première semaine, j'avoue, ça a été chaud. Après, je dis franchement, c'était plus marrant après. Donc après, on a arrêté, voilà, c'est bon. Bon, il y a du vécu, il y a de l'expérience, et puis on voit aussi qu'il y a de la réflexion. Effectivement, lorsque Jimmy avait parlé de poids, alors le poids est une référence dans certaines disciplines, et il est un peu moins, beaucoup moins pour toi dans les milieux aquatiques, hein, Mathieu, mais moi, je pensais franchement qu'aujourd'hui, tous les sportifs de certains niveaux étaient équipés de balances qui te donnaient aussi ton niveau un petit peu, puisque tu as ton poids et puis ton pourcentage de masse grasse. Il y a de nombreuses balances qui le font maintenant, donc franchement, je pensais que tout le monde l'avait plus ou moins. Après, en ce qui concerne l'entretien ou le confinement, ouais, ça se discute dans le milieu aquatique, on a tendance à être un petit sport porté, qui plus est, donc c'est pas problématique, il est vrai. Après, ta réflexion de régénération,
elle intervient aussi parce que tu as il me semble, du recul, de l'expérience. On le voit, ton parcours sportif t'a mené à commencer à 7 avec du water polo, puis après du streetball. Toi aussi, tu as fait une autre discipline que le water polo. Pourtant, tu y excelles encore à ton âge, et non pas canonique, mais à ton âge, avec de multiples titres de champion de France en catégorie jeune et 2 en élite, et aussi 3 titres de ton passage en Espagne. Donc le recul te permet aussi de prendre conscience du besoin de ton corps de se reposer, de se régénérer, mais aussi peut-être que c'est une alerte psychologique. Il dit hop hop hop, attendons, il ne reste peut-être pas forcément beaucoup d'années à faire, alors on va essayer de se ménager un temps de repos afin de recharger totalement les batteries. Tout à fait, hein, c'est comme les vieilles de chevaux, hein, quand tu as une vieille de chevaux dans ton garage, tu la prends pas et tu tapes pas le 150 à peine sortie du garage, donc forcément tu la bichonnes, tu fais en sorte qu'elle y aille doucement, et puis tu vas petit à petit. Après, pour rebondir sur ton exemple de balance, pour moi c'est plus un business qu'autre chose. Les balances qui te disent ton taux de graisse et tout, enfin pour moi c'est des conneries. C'est des conneries. Pour moi, les seules valeurs qui sont aujourd'hui recevables pour un sportif, c'est les tests que tu fais sous contrôle de staff médical avec des personnes compétentes, des préparateurs physiques qui vont, en fonction de tes capacités, comme le dit Dimitri, comme ils font forcément au CrossFit aussi, évaluer voilà, les meilleures options que tu as d'amener ton corps à être performant, plutôt qu'à un moment donné te dire ok, tu fais 120 bombes, ok, tu vas aller taper 20 km en sprint et tu vas te retrouver avec les genoux derrière le dos. Donc il faut aussi être très très attentionné à tout ça, et vraiment pour les sportifs de haut niveau et pour tout le monde aussi, il ne faut pas non plus croire à tout ce qu'on nous vend sur internet, sur les réseaux. Aujourd'hui il y a une grosse désinformation au niveau du sport et au niveau de la nutrition, et comme le disait à juste titre Olympe, la nutrition c'est 90% de la préparation physique. C'est-à-dire que si tu as une alimentation de merde, tu peux faire 200 heures de sport tous les jours, si tu t'envoies 3 pizzas et 2 McDo, ça ne servira à rien. Bon, on sent la motivation, on sent la passion. Je reviendrai parce que là-dessus, Arthur, le futur préparateur mental, vient d'entendre monsieur Mathieu Pesson dire que dans la performance, 90% revenait à l'alimentation. Et le côté mental, voilà, je te titille un petit peu. Qu'en est-il pour toi? Là aussi, on prend le sujet volontairement où on va se disputer entre guillemets, mais c'est pour discuter, c'est intéressant. On peut en débattre, hein, mais je pense qu'il n'y a pas de pourcentage établi pour se dire voilà, c'est 20% mental, 20% hygiène. Moi je pense qu'on est tous différents, et que c'est pas parce que je fais 7% de masse, que j'ai 6% de masse grasse qu'un autre en a 13% que je serai meilleur que lui. Si mon corps est bien comme ça et que la performance que je produis est excellente alors que j'ai 20% de masse grasse et que je fais 150 kg et que pourtant je suis ailier, si je suis bon comme ça, je suis bon comme ça. Donc au final, un peu comme disait Mathieu, voilà, c'est un petit peu de la poudre de perlimpinpin, tous ces trucs-là, on idéalise un petit peu le corps humain, etc. Et au final, la vraie réponse, c'est celle que tu donnes un peu sur le terrain. Enfin voilà, on parle au niveau, hein, mais voilà, je pense que si tu es bien dans ta tête, c'est quand même très, très, très intéressant, bien ton corps aussi, mais voilà, chacun est différent. Et je prends un exemple tout bête, hein, mais je sais pas si vous regardez de temps en temps, il y a des Américains, des basketteurs, ils vont te manger un Big Mac devant les caméras à 10 minutes de coup d'envoi, en train de se faire masser les mollets, et pourtant le mec il va marquer 40 points. C'est pas. Alors, je te contredis pas, Mathieu, tu vois, sur ce que tu as dit, mais c'est vrai qu'on est tous différents. Et si par exemple manger un gros burger avant un match te fait te sentir mieux et que tu marqueras 10 buts au polo, tu vois, ça, à mon avis, tout est lié, mais il y a quand même 2-3 ajustements en fonction des différences des sportifs, quoi. Ouais, Mathieu, de toute manière, Mathieu, c'est McDo et pizza, il connaît pas, c'est la tienne, quoi, c'est la tienne sétoise. Et puis Mathieu, il a un avantage, Mathieu, c'est qu'il a ce physique depuis qu'il a 11 ans.
Moi, je me rappelle à 7, piscine Biescamano, 200 papillons de Mathieu lors des interclubs pour les dauphins. Il est parti, il est lancé comme un frelon, je te promets, lancé comme un frelon. Oh, les derniers 50 mètres, il y avait toute la piscine debout pour l'encourager. Pas parce qu'il allait à fond, il était debout à la fin, tu vois. Donc, tu vois, voilà, c'est qu'après, on a l'habitude ou pas, et Mathieu, il le gère comme ça. On veut la vidéo, on veut la vidéo. Non, mais pour rebondir sur ce que disait, Arthur. il m'a perturbé celui-là. Arthur, excuse-moi. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais là, comme on a abordé la question du poids et les trucs, forcément, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le mental, il y a énormément de choses qui jouent dans la performance d'un athlète de haut niveau. Et je vais surtout pas te contredire parce que moi, toute ma vie, dans toutes les équipes où je suis allé, les défis de président entraîneur, c'était de me faire perdre 10 kilos. Pourtant, j'étais meilleur buteur du championnat, j'étais le meilleur joueur, j'avais des résultats extraordinaires, mais il fallait me faire perdre 10 kilos parce que j'avais pas le physique sec avec les abdos qui sortent et compagnie d'un joueur de polo qu'on pouvait attendre. Donc après, oui, je suis tout à fait d'accord. Après, voilà, forcément, moi, comme je suis aux antipodes de la nutrition, de la bonne nutrition, forcément, j'ai ce discours parce que je sais aussi ce que ça peut coûter à un moment donné d'avoir une hygiène de vie entre parenthèses déplorable et que forcément, au moment où j'ai eu une très bonne hygiène de vie, où j'ai fait attention à ce que je mangeais, où j'ai eu on va dire un équilibre, parce qu'au final, c'est un équilibre entre le bon, le pas bon, le bien, le pas bien, c'est là où j'ai fait mes meilleures performances et c'est là où j'ai la chance d'aller aux Jeux Olympiques forcément. Voilà, j'affectionne tout particulièrement vos discours parce qu'ils prennent en considération la réalité. Ils font preuve de pragmatisme, ils prennent en considération l'individu et je retrouve ça en commun dans vos 4 discours. C'est pas un moule pour tout le monde, non. C'est chacun est différent et on doit prendre en compte ses caractéristiques. Donc c'est prometteur éventuellement d'avoir de telles convictions et de tels savoirs, Mathieu, pour ton avenir. Bah, tu sais, moi, je suis pas le genre de personne qui prêche et qui dit qu'il connaît tout. Aujourd'hui, si tu lis énormément d'études et d'articles, tu te rends compte que la préparation physique, la nutrition et tout ce qu'on a pensé pendant des années est en train d'être remis complètement à plat. Moi, quand j'ai commencé, quand j'avais 15 ans, on me disait bouffe un steak, bouffe 2 steaks par jour et des pâtes matin, midi et soir, et tu vas devenir un animal. Ouais, non, mon pote, tu vas te calmer un peu, c'est pas trop ça. Donc forcément, il y a la désinformation, elle a très vite fait d'atteindre une population qui en manque d'informations. Et je pense que c'est ça le plus dangereux. Après, ce qui est intéressant aujourd'hui, et je pense que c'est la grande force du CrossFit justement, c'est justement comme le disait Dimitri, d'arriver à écouter les gens qui arrivent au CrossFit et d'arriver à répondre à leurs demandes de prépa physique, de soigner les blessures et justement de développer avec eux justement peut-être une logique de nutrition, de mode de vie pour que les gens se sentent mieux et je pense qu'Olympe en est le vivant exemple. Sinon, au niveau de la nutrition, je prends la parole. Faut se fier à nos envies. C'est vrai que pour maximiser, je pense, à mon sens, la performance, il faudra faire peut-être un peu plus attention que d'autres personnes qui, eux, ne visent pas le même objectif que des athlètes de haut niveau. Mais c'est vrai que moi, je vais faire, je pense, pour le cas de nous, on fait en fonction de nos envies, on n'abuse pas des McDo, on se fait plaisir de temps en temps. J'appelle ça un plaisir, hein. Faut se faire plaisir, faut pas en abuser. Mais faut se sentir bien dans ce corps, oui, peut-être mettre la balance de côté, veiller à cet équilibre, se peser régulièrement de temps en temps, je sais pas, tous les mois, voir comment t'évolues, mais c'est vrai qu'il faut pas se prendre la tête, je pense, à mon sens. Bah, Dimitri, dis-nous quelque chose un peu. Pardon ? Je dis, bon, Dimitri, dis-nous quelque chose un peu. Pour parler du coup sur le poids et sur ce que tu vas avoir à gérer par rapport à ça, comme tu l'as dit, en fait, chaque discipline est différente, donc chaque sportif est différent, chaque apport va être différent. Donc si on regarde en fait dans une discipline, il y a un morphotype pour chaque athlète, il devrait être comme ça, peser tant, avoir ce pourcentage de masse grasse là, etc., etc.
Mais au final, si l'athlète performe comme il est, il y a un équilibre, comme Arthur l'a dit. Si psychologiquement il est bien dans sa tête, eh ben, ça sert à rien de lui casser cet équilibre-là, en lui faisant peut-être perdre du poids, changer des habitudes sur lesquelles il croit, même si potentiellement la physiologie ou un bouquin va te dire l'inverse. Je pense que la force du mental, elle est différente et elle est super importante en fait par rapport à ça. Je pense qu'Arthur, il a exprimé tout à l'heure en fait qu'il vaut mieux être, avoir ses bonnes habitudes et être prêt dans sa tête. Même si au final, ce que tu fais, c'est pas ce qui est conseillé par tout le monde. Si ça marche pour toi, donc ne le changeons pas quoi. Après, pour venir sur l'alimentation et sur nous, ce qu'on préconise au CrossFit, en fait, beaucoup de gens arrivent en fait et ont des problèmes alimentaires parce que c'est un fléau, si je puis dire, un peu à l'heure actuelle, de savoir comment s'alimenter et quoi savoir trouver, parce qu'on trouve un petit peu de tout. Donc, je suis pas un expert en alimentation, mais de manière générale, si j'ai un conseil à donner, c'est tout ce qui risquerait d'être industriel, essayer de le sortir en fait tout simplement de son alimentation, repasser sur des circuits courts, réapprendre à cuisiner. Et en cette période, c'est exactement le bon moment en fait pour faire ça tout simplement. Repasser un petit peu de temps dans la cuisine, faire quelques recettes, aller chercher des légumes chez le primeur, privilégier le commerce de proximité, recuisiner des produits frais. Et je pense que c'est un moment sur lequel il faut se lancer là-dessus, c'est peut-être maintenant. Donc en fait, tous ces changements, ils viennent pas d'un coup, il faut les amener progressivement parce que tout changement brutal ne perdure pas dans le temps. Mais si on arrive à amener progressivement ces changements-là sur l'alimentation, je pense que ça peut aider beaucoup de gens à retrouver cet équilibre alimentaire. Donc de manière générale, les industriels, ils veulent vendre des produits qu'ils nous mangent peut-être la plupart du temps. Donc partir sur des cycles courts, des fruits, des légumes, de la viande, etc. Et aussi, comme l'a dit Olem tout à l'heure, écoutez, les gens, de manière générale, ne savent plus quand est-ce qu'ils ont faim, ne savent plus quand manger. Des fois, on mange parce que c'est l'heure de manger. Mais si juste qu'on arrive à s'écouter et se dire aujourd'hui j'ai envie de manger ça, demain j'ai envie de manger ça, j'ai vraiment faim, là, il faut que je mange ça, je pense que tout le monde se sentira mieux et c'est important d'aller bien psychologiquement et ce qu'on mange, ça nous aide à aller bien psychologiquement. Donc voilà. Être connecté. Alors, être connecté à soi-même et à son environnement. Et Damien a une question. Ouais. En fait, c'est très bien tout ce que vous dites. Je vais passer un peu du coq à l'âne parce qu'on a quand même quelqu'un qui a fait les Jeux. Sa discipline n'était pas partie aux Jeux depuis les Jeux de Barcelone. Donc c'était 92, 2016, faites le calcul. Et donc là, on entend Mathieu qui a beaucoup d'expérience sur le sport en général et surtout sur le sien. C'est quelqu'un qui a révolutionné quand même un peu à sa façon son sport à lui, quoi. J'ai des souvenirs de voir des vidéos sur YouTube où il marque un but où il va sous l'eau, quoi. Enfin, le gars, c'est énorme, quoi. Tu traverses la moitié du bassin sous l'eau. Elle est encore en ligne cette vidéo. Et tu fais partie des 10 je crois que c'est les 10 plus beaux buts du monde en water-polo, quoi. Donc il y a Mathieu Pesson dedans. J'aimerais un peu que tu nous dises comment ça se passe quand on est un sport, on peut le dire, le water-polo c'est un sport mineur et que dans la rediffusion médiatique, vous avez été suivi. Je trouvais que vous avez été suivi, vous avez été un peu mis en avant et je trouve ça très très bien pour que ça soit pour la FFN et tout le reste et votre discipline à vous. Comment tu vis les Jeux, Mathieu, toi qui sors de Sète, qui a connu l'Espagne, qui a connu Montpellier, qui a connu différentes choses? Quand t'es arrivé à Rio, dans quel état t'étais? Enfin voilà, si en quelques de temps tu peux nous dire un peu cette expérience-là. C'est hyper compliqué. Ça va être une question hyper compliquée à développer parce que quand on arrive aux Jeux Olympiques, c'est le Saint Graal de tous les sportifs et forcément une médaille olympique, ça va encore au-dessus. Mais on va dire que le but, entre parenthèses, de tout sportif, c'est performer, c'est être bon, et c'est de faire les Jeux Olympiques, représenter son pays. Et le but des légendes et des plus grands, c'est d'aller chercher une médaille. Après, forcément, nous en tant que poloistes, on n'était pas retourné au jeu depuis 92, donc forcément 24 ans après, pour un tas de raisons que je ne vais pas énumérer. Ce retour a été extraordinaire. Après, forcément, les Jeux Olympiques, c'est quelque chose de à part. Il faut le savoir et il faut le dire. C'est-à-dire que quand on arrive aux Jeux Olympiques, on arrive sur une autre planète. On arrive sur une autre planète et chacun a sa propre façon de vivre les Jeux. Et chacun a sa propre perception de vivre cet événement. Et c'est extrêmement dur à expliquer. Parce que c'est quelque chose qu'il faut vivre et c'est quelque chose qu'il faut mériter. Et
Enfin, je sais pas, je vais te planter le décor. Moi, petit Sétois qui mange de la macaronade de la Tielle, qui sort d'un village de pêcheurs de 40 000 habitants. Tu arrives à Rio, tu rencontres Usain Bolt, Michael Phelps. Oh tonton, ça va ou quoi? Ça va tout à l'heure au réfectoire? Allez, je serai à côté, hein. Donc, où on est là? Où on est? T'arrives à la cérémonie d'ouverture, tu es dans le gymnase, et tu croises les basketteurs américains, Carmel Anthony, et tu es là, je te connais toi, je t'ai vu à la télé. Donc après, voilà, donc forcément c'est pour ça que je te dis que c'est n'importe quoi. Et puis moi je suis arrivé, j'ai la chance mec, j'étais là, j'étais les experts, dont une partie sont des potes à moi, Teddy Riner, Tony Parker, et j'en passe les meilleurs. Et t'es là et tu te dis mais je fais quoi là moi? Le poloiste, qu'est-ce que c'est le polo? Et j'ai dit, mettez où vos chevaux et ne me cherche pas, je t'alcoolise, toi. Donc, non mais voilà, c'est très bien, voilà, c'est ça quand même, non mais voilà. Donc voilà, faut le savoir, je le souhaite à tout le monde. Donc c'était quelque chose d'extraordinaire. Après, comment je l'ai vécu, comme un rêve. Comme un rêve qui est devenu réalité, comme un rêve qui a été 18 ans, parce que moi il faut savoir que j'ai commencé à l'équipe de France en 99, on est allé aux Jeux en 2016, donc voilà, c'est pratiquement 18 ans de sacrifice, d'humiliation, de labeur, et j'en passe des meilleurs, pour arriver à cette ultime consécration, et donc ça a été quelque chose d'extraordinaire. Voilà, j'ai pleuré en arrivant, j'ai pleuré en repartant, j'ai pleuré toute la journée limite. Mais voilà, après c'est quelque chose qu'après même en rentrant dans ma famille et en rentrant à 7, quand tu as vécu ça, tu es dans un autre monde comparé aux autres. Ouais. C'est-à-dire que même quand tu arrives devant tes amis, devant ta famille, les gens ils te demandent comment c'était, mais ils se rendent pas compte de ce que c'est les Jeux Olympiques. Personne ne peut se rendre compte avant de les avoir vécus, donc voilà, c'était quand même quelque chose d'assez, quelque chose d'extraordinaire. Je le souhaite à tous les sportifs. Arthur, je crois que c'est un rêve aussi, non, pour toi? Bien sûr, ça te fait rêver. Ça fait rêver, c'est encore loin, mais on travaille et on va faire un peu de crossfit pour y aller, donc voilà. Arthur, quand tu reviens à Montpellier, on te lance pas des cailloux, non? Vu que tu es à Chambéry, non? Bon. Ah ouais, c'est vrai que c'est le classico, hein, c'est pour ceux qui savent. Eh oui. C'est le fameux classico Paris et PSGOM, au handball, c'est le Montpellier-Chambéry. Et non, ça va, parce que j'ai quand même quelques souches ici, donc on est plutôt content de me revoir quand je viens dessus. Et d'ailleurs, comment ça se passe quand tu arrives à Bougnolles? Parce que moi j'y étais au classico là, quand tu arrives à Bougnolles, et comment ça se passe quand tu arrives à Bougnolles, toi Montpellierin qui joue avec Chambéry? Je t'avoue que c'est compliqué parce que c'est dans la tête surtout, hein, je remets un petit coup dans le truc, mais c'est vrai que dans le cerveau c'est un peu compliqué parce que t'as vécu dans ce gymnase pendant bien 15 ans et tu t'y retournes pour jouer contre tes anciens copains, c'est pas facile, mais voilà, ça demande quelques petits exos mentaux et ça fait du bien de retrouver cette salle, la famille, les copains, les amis, tout ça, et les gars, on a les fruits d'un petit but, donc ça fait chier, comme on dit, ça fait chier. Brigitte, une question? Oui, Brigitte. Oui, il y avait une question de Johan qui lui demandait comment il avait vécu l'après-JO. L'alcool. J'ai failli devenir alcoolique. Alors ça c'est un thème, ça va être un sujet hyper sensible parce que peu de personnes le savent et j'en ai pas forcément parlé. L'après-JO a été un peu une descente aux enfers pour moi. Parce qu'en fait, il faut savoir que je suis rentré des Jeux, j'étais parti de Montpellier pour signer à 7 qui avait un très beau projet avec la fusion des deux clubs. Et qui en milieu de saison a explosé. Et quand je suis revenu en septembre, le club était à moins 400 000 € et il a fallu faire un trou dans le budget, c'est-à-dire virer les 6 plus gros salaires et l'entraîneur et se retrouver avec une équipe de minots de 15-16 ans et avec un entraîneur bénévole qui était CTR de la région à l'époque.
Et donc voilà, et donc tu rentres des jeux où tu étais sur une autre planète et tu arrives et là tu as un peu les pleins de pieds dans la merde, comme on dit, et la réalité te rattrape. Et comme je le disais, c'est-à-dire que toi tu rentres des jeux et forcément 7 ça reste quelque chose de spécial parce que ça reste un microcosme et quand tu rentres justement les gens se rendent pas compte de ce que tu as fait et où tu étais. Donc forcément, tu as à un moment donné un peu ce manque de reconnaissance et ce manque de Considération. ouais, considération ou même de joie des gens de te dire bravo putain t'as fait les jeux c'est beau et te demander un peu de comment c'était. Donc ça a été compliqué. Derrière après moi j'ai repris mes études comme tu le sais. Je suis retourné à la fac, j'ai entamé une licence pro en gestion marketing du sport. Et entre-temps, j'avais lâché mon appartement provisoirement de Montpellier pour rentrer à 7 pour rentrer au jeu. Et donc là, je me suis retrouvé dans une spirale un peu négative, un peu compliquée. C'est-à-dire que je m'entraînais 2 fois par jour, tous les jours, à 7. Je faisais 10h, 14h le matin. Derrière, je montais, parce que comme par rapport à la licence pro, il fallait faire un stage en entreprise. Donc derrière, je montais à Montpellier, j'étais en stage d'entreprise de 15h à 19h, je redescendais à 7, je m'entraînais de 20h à 22h. C'est-à-dire que du lundi au vendredi, je faisais des journées de 9h à 22h30, avec entre 4 et 6 heures d'entraînement et 3 et 4 heures de travail tous les jours, plus les matchs les week-ends, etc. etc. Donc ça a été une période très dure et en décembre, j'ai fait une mini-dépression. Et ça a été extrêmement dur de m'en remettre et extrêmement dur de remonter la pente à ce moment-là puisque on est passé avec l'équipe d'une position de 3-4e à 7-8e. On se prenait des tôles tous les week-ends pratiquement. L'époque était très compliquée au club. Je me rappelle qu'au mois de mai, on n'avait pas été payé. Donc derrière, c'était mes parents qui m'avaient avancé le mois pour que je puisse un peu me débrouiller. Donc voilà, donc l'après-JO, c'est une très mauvaise période pour moi et un très mauvais souvenir. Mais derrière, au final, comme voilà, je vais rebondir sur Arthur, c'est que aujourd'hui, je me félicite d'être un des mecs les plus solides mentalement qui peut exister au monde. Pour ce qui ne fut pas rend plus fort. Voilà, parce qu'au final, quoi qu'il arrive, malgré tout ça, je suis sorti diplômé de ma licence et l'été d'après, je suis allé au championnat du monde avec l'équipe de France, championnat du monde auquel on n'avait plus participé depuis 2000. Donc voilà, et derrière on a enchaîné. Donc voilà, donc forcément toujours il faut tomber, faut passer au creux de la vague et avoir bien les pieds dans la merde pour derrière qu'il en sorte quelque chose de positif. Et derrière, j'ai rebondi en Espagne, ça a été la meilleure époque de renaissance de ma vie puisque derrière je suis reparti là-bas et ça a été un bonheur. Merci beaucoup Mathieu de ce témoignage plein d'humilité, d'authenticité. On voit qu'il y a une belle carapace, mais que derrière la carapace, il y a des blessures comme pour beaucoup.